Donc, on est de retour avec notre ami Elmo, le modèle qui était proposé par l'Allen Institute de Washington. Et donc, on va explorer un petit peu plus en détail quelle est l'idée derrière cette architecture-là. En fait, c'est une des premières architectures qui a été, en fait, un des premiers modèles de langue pré-entraînés qui a été appliqué à des tâches de traitement automatique de la langue naturelle. On va voir la liste des différentes tâches à lesquelles le modèle était appliqué. Mais bon, différence avec AWD et LSTM qu'on a vu de Salesforce, ce modèle-là était essentiellement seulement utilisé pour modéliser la langue. On évaluait la perplexité sur un jeu de données de référence. Puis bon, on avait traficoté un paquet de petites techniques de régularisation. Mais bon, Elmo n'est pas. On l'évalue pas sur la génération textuelle ou sur sa perplexité. L'idée de Elmo est de pré-entraîner un modèle de langue et de l'appliquer à des tâches spécifiques de traitement de la langue naturelle. Donc, qu'est-ce que Elmo? Elmo, c'est un modèle de langue qui est bidirectionnel. On a un modèle de gauche vers la gauche, de gauche à droite, pardon, et un modèle de droite à gauche. Elmo en tant que tel va remplacer une couche de word embeddings complètement. Donc, Word2Vec, on peut, dès l'arrivée d'Elmo, Word2Vec, on peut commencer déjà à oublier ça lorsque le contexte est favorable à utiliser Elmo. Okay? Si on a un petit jeu de données, petit dataset, peut-être qu'on peut prendre des embeddings pré-entraînés, FastText, comme on l'a vu sur le site web, où il y a une panoplie de word embeddings pré-entraînés pour 157 langues. Peut-être que dans le contexte dans lequel vous vous trouvez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir, ou vous n'avez pas nécessairement les capacités de pouvoir pré-entraîner un Elmo sur un corpus de texte intéressant pour l'utiliser dans une tâche sous-jacente de traitement de la langue naturelle. Okay? Donc, oui, so long Word2Vec, mais dans certains contextes. Ce qui est intéressant de Elmo, c'est qu'on voit l'arrivée de la génération des embeddings spécialisés ou contextuels pour des tâches qui sont précises. Okay? L'embeddings qui est généré, qui est proposé par Elmo pour un terme, peut changer d'une phrase à l'autre. Donc, on commence, pour modéliser le langage avec Elmo, on commence par modéliser chacun des mots dans la phrase. Donc, soit on prend une table d'embeddings, ou soit on modélise un mot à l'aide d'un réseau de neurones à convolution sur les caractères du mot. Et ce qu'Elmo fait, c'est qu'effectivement, il utilise un CNN pour modéliser chacun des mots qui se retrouvent dans une phrase. Phrase qu'on tente de modéliser, en fait, on tente de modéliser la langue au complet. Donc, ça va nous donner une représentation qu'on appelle X, qui est, bon, souvent X en entrée, on a X, qui est la représentation du mot. Je vais prendre un petit pointeur ici. Du mot qu'on a en entrée, des X, K de notre modèle de langue, qui est Elmo. Ensuite, par-dessus cette modélisation qu'on a sur chacun des mots dans notre phrase, on va avoir un modèle de langue qui est bidirectionnel. Donc, en premier lieu, on a un modèle de langue forward. Okay, pour une séquence de n mots, on calcule la probabilité de chacun des mots de la phrase étant donné son historique. Okay, étant donné, c'est la formule classique pour modéliser la langue. Donc, la probabilité du jeton, du token en anglais, du token K, étant donné le token 1, 2 et K-1. C'est ce qu'on tente de modéliser avec le modèle de langue forward. En deuxième temps, on a le modèle de langue qui est backward. Même chose que forward, mais on envoie la séquence à l'envers, tout simplement. Okay? Ce qu'on tente de modéliser, de prédire, c'est le token K, étant donné les N tokens qui le suivaient. Donc, T de K plus 1, T de K plus 2, jusqu'à T de N. Donc, on a un modèle de langue bidirectionnel. Souvent dans le papier, il me semble qu'on l'appelait le BLM, qui va donc combiner les deux représentations obtenues à l'aide des modèles
forward et backward. Pour un modèle à L couches, BLM, Elmo va donc générer 2 L plus une représentation. 2 L parce qu'on a un modèle BLM, plus une parce qu'on a nos premières représentations avec le CNN sur les caractères. Okay? Donc l'ensemble de la représentation de Elmo va constituer X de KLM et chacune des couches forward et backward de notre modèle de langue pour L couches. C'est les représentations qu'on obtient de Elmo. L'utilisation de ces représentations-là peut se faire de deux façons. Et c'est justement les deux façons qu'on a étudiées dans l'article et qui est un peu l'outcome de ce papier-là. Qu'il y a une manière astucieuse d'utiliser ces représentations-là. Soit on utilise simplement les hidden couches. Les hidden states, bon, il manque un petit mot aussi, les hidden states de la dernière couche. Ou, chose qui a été proposée ici dans l'article, on apprend à combiner les différentes représentations des différentes couches. Parce que la prémisse, c'est un peu comme on le voit avec les réseaux de neurones à convolution. Bon, il y a une vieille vidéo, je pense, où est-ce qu'on analysait avec AlexNet. Les couches en début de réseau extraient des... Là, on est dans les réseaux CNN. Les couches en début de réseau extraient des features qui sont plutôt rudimentaires, des bordures, des lignes. Puis plus on monte, plus on descend dans le réseau, plus on va dans les couches profondes, plus c'est des concepts abstraits qui sont extraits. C'est un peu la même idée qu'on tente d'aller chercher avec Elmo. Et c'est pourquoi on a décidé d'essayer de combiner ces différentes représentations-là des différentes couches. Donc, pour une certaine tâche, Elmo, ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir des paramètres appris par couche de représentation et on a des paramètres pour scaler le vecteur selon la tâche qu'on a entre les mains, la tâche qu'on tente d'accomplir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce paramètre-là où est-ce qu'on va combiner, pour les différentes couches, les L couches, on va combiner les représentations. Et on apprend à les combiner. C'est un paramètre ici. Là. On apprend à les combiner. Donc, le workflow d'utilisation de Elmo dans un autre domaine, on pré-entraîne le modèle de langue bidirectionnel sur beaucoup de données. Idéalement, on a besoin de beaucoup de données pour entraîner un modèle de langue. C'est toujours vrai pour Elmo. Elmo reste un modèle de langue. On va l'utiliser dans les architectures existantes pour des tâches spécifiques. Soit on va geler les poids des couches du BLM de Elmo. On peut aussi obtenir la représentation de Elmo. On va ensuite obtenir la représentation pour chacun des mots de Elmo. Et on va concaténer le tout pour envoyer ça dans le modèle spécifique à la tâche. Donc, quand je parle de concaténer, on va avoir la représentation de chacun des mots et la représentation qu'on avait ici, la Elmo task, si on veut, spécifique à une tâche. On peut également dégeler les couches de Elmo pour fine-tuner pour la tâche. Ça dépend c'est quoi, à quel point, un peu toujours dans la même optique de réutiliser des réseaux à convolution pré-entraînés sur un jeu de données d'images. Ça dépend à quel point la tâche qu'on tente d'accomplir diffère de la tâche originale de Elmo, ainsi que le jeu de données, ainsi que le vocabulaire, et ainsi de suite. Si la tâche qu'on tente d'accomplir est très différente de modéliser la langue, de prédire le prochain mot, ben, peut-être qu'on va vouloir dégeler Elmo, justement, et ne pas l'utiliser comme étant un feature dans notre tâche sous-jacente. Et c'est exactement ce que Peters, Ruler et Smith ont étudié, c'est est-ce qu'on devrait tuner ou pas tuner? Donc, est-ce qu'on adapte les Adapting Pre-trained Representation to Diverse Tasks? C'est exactement ce qu'ils ont étudié. Est-ce que, à quel moment on doit utiliser les représentations de Elmo comme étant des features? Ou est-ce qu'on utilise Elmo comme étant une architecture qu'on fine-tune en soi dans notre architecture? Donc, Elmo a été évalué et intégré dans 6 tâches différentes. On a le question answering. Souvent, le question answering, c'est étant donné une portion de texte,
On a une question par rapport à ce bout de texte-là. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller chercher la portion, le segment textuel dans le paragraphe ou dans le document qui répond à la question. Textual Entailment, c'est une tâche de classification. Semantic Role Labeling, on est dans la classification de relations, si je me souviens bien. Coreference Resolution. Name Entity Recognition, on est dans Sequence Labeling. Et Sentiment Analysis, on est dans la classification textuelle. Donc, 6 tâches relativement variées. Et c'est vraiment l'idée de Elmo, c'est d'avoir une architecture qui est pré-entraînée, qui a de générer des features, de générer des représentations vectorielles qui sont ici contextuelles, comparées à FastText par exemple, qui sont contextuelles à la phrase qu'on a utilisée, mais aussi on va venir les traficoter pour spécifiquement extraire les représentations de Elmo. On va les tuner pour chacune des tâches. On va les utiliser, en fait, de manière différente pour chacune des tâches. Donc, si on va voir le site web de Hallan NLP, de la Hallan Institute, on a des exemples. Bon, c'est des modèles Elmo, BDAF, qui est, je pense, le dernier modèle de Elmo. Bon, il y a Semantic Role Labeling, Name Entity Recognition, par exemple. Et bon, il suffit de juste entrer du texte. C'est juste un exemple d'utilisation de Elmo aussi. Mais sinon, si vous voulez utiliser Elmo, Hallan NLP offre justement du code pour le faire facilement. On va prendre ça ici. Donc, évaluation sur les différentes tâches, NER, Squad Select Question Answering, bon, ainsi de suite. Et le previous state of the art à l'époque, bien entendu. Maintenant, je pense qu'on a dépassé ça avec les birds de ce monde. On avait le SOTA et Elmo, bon, Ariaba. Bon, ici c'est négligeable, là, bien évidemment. Mais à certains endroits, les points étaient quand même intéressants. Mais bref, je vous laisserai aller voir l'article de Elmo pour les détails. Mais ce qui est intéressant de ces résultats-là, je pense, ce qui est à retenir, c'est que les représentations BLM à la tête du réseau améliorent les tâches plutôt sémantiques. Word Sense Disambiguation, par exemple. Les représentations BLM à la base du réseau, et c'est un peu la même conclusion qu'on en a retirée avec les réseaux neuronales à convolution pour le domaine de la vision. Les représentations BLM à la base du réseau améliorent les tâches plutôt syntaxiques. Part of Speech Tagging, syntaxique et Part of Speech Tagging, c'est très très local à la phrase, très très local au mot. On est moins dans le sens d'une phrase ou le sens d'un texte, d'un paragraphe, d'un mot. Donc, extraction plutôt syntaxique et en fin de réseau, on est plus dans le sémantique. Avantage intéressant, s'incorpore à n'importe quel modèle. Genre facilement les mots hors du vocabulaire grâce au modèle CNN, ce qui est appliqué sur les caractères. Et c'est ce qui termine notre petite capsule sur Elmo. Et on va bientôt voir tous les nouveaux modèles qui sont sortis. Là, je les ai déjà un peu exposés avec Hugging Face, mais tous ceux qui sont basés sur Transformer, lorsqu'on va avoir vu cette architecture, l'architecture de Attention is all you need, il y a une panoplie de modèles qui ont été développés basés sur Transformer et qui maintenant font office de state of the art pour plusieurs tâches dans le traitement de la langue naturelle. Somme toute, on a vu un peu une progression de la diversité des modèles. On est passé d'un modèle relativement simple comme Glove ou FastText qui est basé sur Skipgram ou CBAR. Ces modèles-là sont relativement simples. Oui, on a besoin de données pour les entraîner, mais c'est très facile et très peu computationnellement cher à calculer, à entraîner. On se dirige tranquillement vers des modèles plus gourmands, un peu comme celui de AWD, LSTM, le modèle de langue qui a été proposé par Salesforce. Et maintenant, on est avec Elmo, qui est un modèle bidirectionnel à plusieurs couches, et on apprend à combiner ces couches-là. Bon,
Il y a une complexité qui s'ajoute de modèle en modèle. Bien évidemment, c'est pas parce que je présente AWD LSTM après Fastex ou Elmo après AWD LSTM que ces modèles-là, les modèles précédents ne sont plus pertinents. Ça dépend toujours des données que vous avez entre les mains, les ressources computationnelles que vous avez entre les mains et au final, lorsque vous allez déployer vos modèles, est-ce que vous déployez ça sur une petite machine? Est-ce que vous déployez ça sur un téléphone cellulaire? Il y a des considérations à prendre. Et là, on va se diriger vers des modèles qui sont state of the art dans le domaine du NLP, mais c'est des modèles qui sont encore plus computationnellement gourmands. Donc, mais c'est sûr que oui, on augmente les résultats, mais on augmente aussi la capacité des modèles. Donc, plus de paramètres, mais aussi, il y a aussi un coût computationnel relié à ça. Donc, c'est pas parce que j'ai présenté Fastex et que ça date de 2014-2016 que c'est plus relevant, Fastex. C'est encore très relevant. Si on veut une bonne baseline, d'avoir des word embeddings et un tout petit modèle, Fastex va faire la job. OK? Elmo aussi, AWD LSTM, si on veut avoir un petit modèle de langue, même que AWD LSTM, c'est pas tellement un petit modèle de langue, c'est un modèle de langue qui est relativement volumineux, intéressant, qui n'est pas aussi bon que GPT qu'on va voir, que GPT-2, mais qui est une excellente baseline aussi. Toujours à garder en tête. C'est pour ça que je présente les différents modèles, différentes grosseurs, si on veut, différentes capacités. C'est dépendant du problème qu'on a entre les mains. Donc, c'est là-dessus qu'on se quitte sur les modèles de langue et Deep RNNs.